Bonjour à tous, c'est Xiliox. Eh bien, vous voyez qu'on est gâté. On a reçu deux paquets pour les deux jeux de cartes actuels de FFG. Un de Marvel Champion, le pack héros de Thor. Et surtout, c'est l'objet de cette vidéo. Ça va être la revue de cartes du quatrième paquet du cycle 7, la revanche du Mordor, qui s'appelle Sous les monts de cendres. Alors ces deux paquets, on les a attendus pendant vraiment assez longtemps puisque on savait déjà ce qu'il allait y avoir dedans avant le confinement. Il y a certains pays qui ont déjà eu les cartes en plus, donc l'effet de la hype est un peu passé. J'ai hésité pendant super longtemps à faire cette revue de cartes, comme je l'avais fait pour les autres paquets. Je me suis dit bon, je vais quand même le faire. Le principal problème, bon, c'est pas sur Thor, hein, ça va être sur les monts de cendres, c'est que j'ai tellement attendu ces cartes que j'ai déjà essayé pas mal des cartes qu'il y a dans le paquet. En fait, il y a pas mal de choses que je comptais vous dire dans la revue de cartes que moi personnellement je trouve pas concret, quoi. C'est-à-dire que je trouve que c'est pas perspicace après l'avoir essayé. Au moment où j'ai vu les premières fois les cartes, je me suis dit ce serait intéressant de faire ça ou de faire ci avec telle ou telle carte. Et le problème c'est que avec le temps et le confinement, j'ai eu le temps d'essayer et de me rendre compte que ça marchait pas du tout. Et du coup, dans l'ensemble des cartes qu'il y a dans ce paquet, on va se rendre compte que les cartes, c'est sympa de les avoir, elles sont plutôt intéressantes, mais il n'y a pas vraiment de grosses cartes bonnes qui vont nous décoller la rétine, quoi. Donc comme d'habitude, hein, j'ai déjà préouvert le pack pour éviter de perdre du temps. Voilà, hop, en plus c'est sympa, ils ont foutu enfin le contrat avec les cartes joueurs parce qu'ils ont compris que c'était surtout les joueurs qui jouaient le contrat et pas trop le scénario. Alors, le héros c'est Gildor Inglorion, c'est un héros Noldor noble, en commandement, il vaut 9 en menace, il a 3 en volonté, 2 en attaque, 1 en défense et 3 points de vie. Et son action, c'est de dépenser une des ressources de sa réserve personnelle, donc de Gildor Inglorion, pour choisir un joueur qui va pouvoir piocher une carte. Donc en multi c'est plutôt sympa parce que ça permet quand même d'offrir cette opportunité à d'autres joueurs. En solo, moi je trouve ça aussi méga sympa, tout simplement parce que ses différentes statistiques sont très très bonnes. Il en a que 9 en menace pour 3 en volonté, c'est vraiment bon. Et en plus derrière il a 2 en attaque, hein. Je vous rappelle que beaucoup de héros, enfin tous les héros Noldor en fait, hein, à partir du moment où vous jouez un héros Noldor, souvent vous allez jouer la lumière de Valinor pour pouvoir l'utiliser en l'envoyant directement en quête. Et derrière vous allez pouvoir l'utiliser une deuxième fois pendant le tour. Bon là on se doute bien qu'on va pas l'utiliser pour sa défense parce qu'en défense c'est assez mauvais, mais son attaque reste très intéressante. 2 en attaque c'est très sympa, surtout qu'en ce moment je suis en train de faire le cycle 3, hein, vous m'avez déjà entendu longuement pester. Bon l'avantage de ce genre de héros c'est que au moins il a même 1 en défense, donc le tour où vous l'envoyez dans la quête grâce à la lumière de Valinor, il apportera au moins 1 en défense. Voilà, donc moi je trouve que c'est un héros très bon. Je le compare volontiers à Sam Gamgee, donc j'y vais fort quand même. Il n'a pas l'effet de redressement inclus comme Sam, hein, mais et bon, il vaut 1 de menace en plus. Mais moi j'adore la mécanique Noldor, je trouve ça ultra bon. Et dans une sphère comme le commandement, où normalement on peut générer assez facilement des ressources, c'est très sympa de rajouter des solutions de pioche, surtout que moi je suis un joueur de pioche, hein, vous le savez. J'adore piocher tout le temps et de façon déraisonnable. D'ailleurs c'est plutôt amusant parce que le scénario de cette boîte est là exprès pour me punir, hein. Ça c'est juste une petite parenthèse. Dans ce scénario on va réduire la taille de notre deck à 40 cartes. Et après il y a plein d'effets du scénario qui font qu'on va virer des cartes de notre deck en permanence. On n'a pas le droit de rajouter des cartes de notre défausse dans notre pioche. Et donc forcément, les mecs comme moi qui s'amusent depuis des années à piocher salement, je pense qu'on va se faire punir très sévèrement dans ce scénario-là. Mais on verra ça plus tard. Voilà, donc moi pour Gildor, je trouve que c'est un très bon héros. J'adore le fait que ce soit un Noldor, qu'il ait 3 en volonté. Il avait déjà été disponible, hein, ce héros, si vous achetiez la version de commencement américaine, là, la version 2 ou pour commencer le jeu en américain, c'était un des 2 héros qu'on pouvait avoir avec une illustration beaucoup plus resserrée. Là, je sais pas pourquoi ils ont fait les illustrations resserrées dans cette version américaine.
Moi c'est un bon héros, j'aime beaucoup, notamment bien évidemment comme on sait qu'on va s'en servir grâce à la lumière de Valinor, hein, toujours pareil, à la fois en quête et puis pour attaquer derrière. Vous pouvez à ce moment-là lui mettre des lances de Foncombe, des lances elfiques. Non, c'est pas lance de Foncombe, c'est lame de Foncombe. Des lances elfiques. Dans ce paquet là, ils ont rajouté une arme, l'épée de Vaillance, qui sert justement au héros noble, donc on peut lui attacher à lui. Et puis après, moi ce que j'aime bien, c'est que ces héros comme ça qui peuvent servir à deux choses, ben, on peut utiliser Beau et Périlleux, hein. Beau et Périlleux, ça va rajouter 3 en attaque, donc c'est plutôt sympa. Et puis on peut toujours utiliser toutes les cartes normales avec les Noldor qui ont beaucoup de volonté, comme Histoire de Tinuviel, le Conseil d'Elrond pour baisser sa menace. Pour moi c'est un bon héros, mais parce que moi j'adore la mécanique Noldor tout le temps. Tous les héros Noldor je les trouve assez bons. Les frères ils sont bons, Elrond ils sont bons, ils sont tous bons, hein, les Noldor. Celui-là pour moi il est bon aussi. Voilà, bon après on a un allié commandement qui s'appelle l'exilé errante. Donc c'est un Noldor, c'est une femme magnifique au demeurant, hein, le dessin il est incroyable. Elle coûte 3 en ressources, 2 en volonté et 2 en attaque, 0 en défense, 2 points de vie. Et sa réponse, c'est que quand on envoie l'exilé errante dans la quête, au moment où elle s'engage dans la quête, on peut défausser une carte de sa main pour redresser l'exilé errante. Bon, moi j'adore les Noldor. Je les joue pas forcément en commandement les alliés, mais cette carte, moi je la trouve super forte, hein, parce que elle va pouvoir servir 2 fois, et en plus d'avoir les stats pour servir 2 fois, sa capacité lui permet de servir 2 fois. Donc c'est très bon pour plusieurs raisons. Déjà parce que moi je suis un joueur de combo, donc pour qu'une combo marche dans un deck, on va toujours mettre les cartes en 3 exemplaires. Le problème c'est que quand vous avez des cartes uniques qui sont en 3 exemplaires, quand elles ont servi à mettre en place votre combo, les autres cartes que vous allez piocher, elles servent à rien. Les cartes qui vont vous permettre dans votre deck de tirer un effet positif en recyclant ces cartes, c'est-à-dire en les défaussant. Moi je pense directement à Erestor, hein, la version alliée. Moi j'adore ces cartes. C'est pour ça que je considère que la rune de Daeron est la meilleure carte du jeu, parce que comme je suis un joueur de combo, j'ai toujours en x3 les exemplaires des cartes qui sont nécessaires à mon jeu. Une fois qu'on l'a pioché une fois, les 2 autres exemplaires ils servent à rien, et on est complètement jambon. Quand on tire la carte, on peut rien en faire. Donc toutes les cartes qui vont permettre de tirer effet de cartes à recycler sont pour moi très très bonnes. L'exilé errante en est un super bon exemple, parce que moi je trouve que ses stats sont bonnes. En plus, si jamais vous voulez rajouter des effets, moi je pense notamment au fait de rajouter un étalon sauvage, parce que j'aime beaucoup cette carte du cycle 7, même si elle n'est pas trop appréciée en général. Mais on va pouvoir lui donner plus en volonté, plus en attaque, plus en défense et plus un point de vie. Bon vous m'excusez, mais 3 en volonté, 3 en attaque, c'est plutôt sympa. Et là du coup l'effet il est encore mieux. On peut aussi penser au tour où on va faire la carte Seigneur de l'Eldar, qui rajoute plus 1 à tous vos Eldar, enfin à tous vos Noldor, pardon. C'est pareil, ça va bénéficier à cette carte 2 fois le tour où vous jouez Seigneur de l'Eldar. Donc ça, c'est aussi fort. Bon, bien évidemment, quand vous jouez Noldor, vous avez les 2 cartes pour jouer Noldor qui tabassent trop, hein. Vous avez à la mer qui va vous permettre très certainement de jouer cet allié beaucoup moins cher que ce coup-là. Et vous avez la lumière elfique. Moi, je me rappelle dans tous mes decks Noldor, le but ça va être de défausser un maximum lumière elfique, parce que c'est super important de pouvoir l'avoir dans sa défausse pour pouvoir payer les ressources pour pouvoir repiocher. Et là, ça donne un nouvel effet qui nous permet de défausser la lumière elfique pour pouvoir enfin repiocher. C'est un super allié. Je vais même essayer dans mon prochain deck là de le jouer. C'est un deck que j'essaie depuis plusieurs semaines. Je vais peut-être vous le présenter dans une vidéo prochainement, hein. C'est un deck axé sur le commandement, et justement cet allié dans ce deck là sert à recycler toutes les cartes uniques du deck qui n'ont pas d'intérêt. Après on a un attachement, c'est l'épée de Vaillance, un attachement commandement pour une seule ressource qui est à la fois objet et arme. Donc les objets c'est plutôt intéressant. Bon, les armes c'est top, hein, notamment avec toutes les cartes qu'il y a eu dans les derniers packs là. Alors on peut attacher par contre cet attachement que à un héros noble, ça c'est vraiment le gros point négatif pour moi. Et il est limité à 1 par héros.
il est restreint comme pratiquement toutes les armes du jeu, et le héros auquel il est attaché va gagner +1 en attaque et +2 en attaque si votre niveau de menace est égal ou supérieur à 40. Donc, c'est un attachement qui fait +1 en attaque pour 1. Moi je dis c'est pas mal, si on n'avait pas la carte du Neudin qui fait pareil. Son nom m'échappe complètement là. C'est la marque des Dunedain. La marque des Dunedain, elle fait +1 en attaque déjà à n'importe quel héros, et l'avantage c'est qu'elle n'est pas restreinte. Donc si jamais vous cherchez à avoir des attachements restreints, notamment avec les 3 chasseurs, avec la hache de guerre et tout, c'est sympa qu'il soit restreint. Sinon ça bloque un des attachements restreints, c'est un peu pénible. Donc je pense qu'en dehors du fait de vouloir jouer en vaillance, enfin c'est-à-dire au-delà de 40 de menaces, ça va pas avoir un très très gros intérêt. Il faut quand même penser à la carte pilier des rois, hein. Si vous jouez autour de l'événement, oui c'est un événement, pardon. Si vous jouez autour de l'événement pilier des rois, cette carte très vite elle va gagner 2 en attaque, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. J'ai l'impression qu'ils veulent essayer d'axer un petit peu le deck Gondor autour de la vaillance. Et comme Faramir et Boromir, ils ont déjà le très noble, et ou même comment s'appelle Aragorn. Hein. Aragorn, il me semble que en commandement, il est noble aussi. Hein. Voilà, donc vous avez beaucoup de personnages dans cette sphère, qui sont nobles. Donc ça peut être intéressant. Il y a énormément de Noldor aussi qui sont nobles. Les Noldor, moi je les joue pas trop haut en menace, du coup je sais pas trop quoi. Je sais pas trop. Moi je suis réservé sur cette carte. Je préfère vraiment un avertissement des Dunedain quoi. Non c'est pas l'avertissement, je viens de le dire, c'est la marque des Dunedain, pardon. Voilà, après on a, on passe directement à la connaissance. Donc ici on a un attachement protégé, la pierre d'Elostirion. Donc c'est en pensant à cette carte que j'ai préparé une de mes dernières vidéos sur les attachements protégés, parce que j'avais beaucoup de trucs à dire sur les attachements protégés, je voulais pas le faire dans des revues de cartes, donc j'ai fait une vidéo. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir. Donc c'est un attachement connaissance qui coûte une ressource. Il est artefact et objet, comme pratiquement tous les attachements protégés. Là, l'avantage, c'est qu'il est protégé par un lieu, donc ce sera forcément un lieu que vous rajoutez pour pouvoir le mettre en jeu. Il sera attaché à un lieu. Il est restreint. Et il a exactement les mêmes effets que le collier de Girion, sauf que, au lieu de faire gagner une ressource, il va faire piocher une carte. Donc ça fait penser à la symétrie entre Orcrist et Glamdring. Et là, vous avez la même symétrie, c'est-à-dire que ça va faire 2 en volonté au personnage auquel il est attaché, et pendant la phase de ressources, vous allez pouvoir piocher une carte. Donc c'est très sympa. Moi j'adore les attachements protégés. Je trouve que le fait qu'il soit protégé par un lieu, c'est excessivement bon. À noter quand même qu'il y a une très grosse déception, hein. Donc pour ceux qui veulent pas être spoilés, vous sautez 10 secondes en avance. Ils ont sorti 2 nouveaux attachements protégés, un attachement connaissance et un attachement tactique. Donc moi j'étais sûr que du coup ils allaient en faire 2 dans chaque sphère. On a eu les links des dernières cartes du jeu, il n'y aura pas d'autres attachements protégés. Donc très grande déception, il n'y aura que la cote de maille en mithril dans la sphère énergie et que Orcrist dans la sphère commandement. C'est regrettable. Je pense que plus il y a d'effets, enfin plus il y a de cartes protégées, et mieux c'est, notamment pour le retour du roi quoi. Enfin c'est dommage quoi. Cette carte moi je la trouve super bonne. Écoutez, je vais pas disserter ici de pourquoi cette carte est bonne. Je vous encourage vivement à aller voir la vidéo sur laquelle on a parlé des attachements protégés. Tout est expliqué dedans. Il y a énormément d'intérêt à ce que ce soit un protégé par un lieu uniquement, tout comme les cartes quand elles sont protégées par un ennemi, c'est très intéressant, plutôt que quand le protégé il est lieu ou ennemi, parce que là du coup la variabilité est importante. Moi c'est une bonne carte, je pense que je la jouerai, j'essaierai comme avec tous les autres attachements protégés de la jouer, je trouve ça très bon. Cette carte c'est pareil que la carte précédente, c'est pareil que la carte l'attachement protégé. Je pense qu'il faudrait carrément faire une vidéo sur les cartes maîtres quoi, parce que dans ce jeu, moi je le dis en permanence, ça rend l'utilisation de l'anneau unique pratiquement indispensable pour moi. Chacune de ces cartes ouvre des perspectives de fabrication de deck à part entière. C'est le prochain deck que je vais fabriquer. Hein. Je sais pas si je ferai un craft and play parce que ça fait un moment que je le joue et je sais pas si je vais continuer à le jouer longtemps.
Cette carte, c'est un attachement maître, donc, comme je l'ai dit. Ça s'appelle bien conserver, ça coûte une ressource, c'est en connaissance. On l'attache à un héros qui porte déjà l'anneau unique. Il est limité à 1 par héros, et ce héros gagne plus 1 point de vie. En réponse au début du tour, donc faut faire attention, c'est le seul défaut pour moi de cette carte, c'est que c'est forcément au début du tour, il faudra incliner l'anneau unique et augmenter de 1 son niveau de menace pour soigner tous les points de dégâts sur le héros attaché. Donc c'est la même mécanique que tous les attachements uniques, c'est-à-dire que en jouant l'anneau unique, vous allez aller chercher cette carte maître, puisqu'elle a le trait maître dès le début de la partie. Vous n'êtes même pas obligé d'en mettre 3 exemplaires, un seul exemplaire suffit, sauf si vous avez peur, comme toujours, de vous le faire détruire pendant la partie. Et après c'est méga fort, hein, parce que soigner tous les points de vie pour 1 de menace, c'est très fort. Des attachements qui augmentent le nombre de points de vie, moi je trouve déjà, d'une part, que c'est très très fort. Et en plus, par-dessus, vous allez prendre un héros, n'importe lequel, vous essayez d'augmenter son nombre de points de vie avec l'armure de la citadelle, avec armure ancestrale, avec le breuvage Ent. Il y a plein d'autres cartes comme ça, hein, qui font augmenter. Il y a une pipe là dans les prochains packs qui fait augmenter de plus 1 le nombre de points de vie de n'importe quel héros. Bon, bien évidemment, on a l'armure naine, les bottes d'Erebor, vous avez aussi les équipements de guerre. Alors l'équipement de guerre, par contre, ça va être compliqué à jouer parce que comme il prend 2 restreints et que l'anneau unique il prend 1 restreint, ça fait déjà 3 restreints. Donc ça nécessite au moins de jouer une ceinture d'or. Mais une fois que vous allez avoir un grand nombre de points de vie, pensez à tous les héros qui ont 5 points de vie. Par exemple Aragorn, qui est déjà un monstre parce qu'il a 2 en défense, plus derrière 5 points de vie. Pour le tomber, c'est déjà super dur. Si en plus vous pouvez lui faire regagner ses points de vie au début du tour, c'est méga fort, quoi. Moi, là, j'ai fabriqué un deck autour de cette carte. Hein. Dans ce deck-là, c'est aussi pour ça que je veux pas trop faire de deck building dessus, enfin de craft and play. Parce que je réinvente l'eau chaude, hein. Je joue Glow 1, et grâce à cette carte, avec Glow 1, vous lui faites prendre des tonnes et des tonnes d'attaques sans défense, et au passage, en gagnant plein de thunes, vous jouez les gardes de la citadelle, vous jouez des armures ancestrales, vous jouez les exilés errantes, vous en avez rien à foutre, vous gagnez tellement de ressources tous les tours. En plus, derrière, avec Héritier de Nahardil, vous pouvez le redresser au passage, vous pouvez faire 2 ou 3 défenses par tour. Bon, c'est un deck qui est intéressant, mais bon, je réinvente l'eau chaude en essayant de mettre plein de points de vie à Glow 1. Bon, ça existe depuis le deck de base, quoi. Moi, je trouve plein d'utilité à cette carte. J'adore les cartes qui font augmenter le nombre de points de vie, parce que ça permet aussi de jouer une façon différente de jouer les decks, c'est de jouer, par exemple, les attaques sans défense. On le fait pas parce que tous nos héros, ils ont souvent trop peu de points de vie. Bah, quand t'as un gros Beorn, t'es bien content qu'il ait 10 points de vie pour prendre des attaques sans défense. Bon, au-delà de ça, t'es bien content de l'avoir parce qu'il a en défense et qu'il s'incline pas pour défendre. Mais avoir beaucoup de points de vie, ça ouvre une option de jeu qui est très différente. D'ailleurs, je le vois dans ma dernière vidéo, là, on joue dans le siège de Karandros, c'est super sympa de temps en temps de se dire, je prends l'attaque sans défense, quoi. C'est ultra safe, quoi. Bon, surtout parce que là, c'est les lieux qui tankent à notre place, mais ce serait sympa d'avoir un héros qui a plein de points de vie et qui va se soigner tous les tours. Ce qui est d'ailleurs dommage, c'est qu'on ne peut pas attacher cette carte à Beorn, c'est mon plus grand regret, puisque Beorn est immunisé aux effets des cartes joueurs, donc ça veut dire qu'on peut pas lui mettre d'attachement restreint, donc on peut pas lui mettre l'anneau unique, et en plus il est immunisé aux soins de cette carte, donc c'est dommage pour Beorn. Si je me risquais encore une fois un petit spoil, mais on va pas spoiler cette fois, mais imaginons par exemple, que dans le futur on puisse jouer certains alliés comme des héros, et que ces alliés ils venaient à avoir 6 points de vie comme Beorn, ce serait intéressant de rajouter cette carte à Beorn, à sa version alliée par exemple, parce que là il aurait 7 points de vie avec 3 en défense, vous pourriez le soigner au début de chaque tour, ça peut être plutôt sympa. Malheureusement ces cartes n'existent pas, donc on va pas pouvoir faire cette combo, mais peut-être dans le futur, on ne sait jamais. Voilà, après ici, allié suivant, c'est le maître archer du Nord, c'est un allié tactique pour une seule ressource. Donc une seule ressource, c'est rare, hein, des alliés tactiques qui coûtent que 1, il y en a que 2. Il y a le vassal du Seigneur des Vents et le chevalier du cygne, comment il s'appelle? Je crois que ça s'appelle chevalier du cygne. Ouais. Du coup, moi j'adore les alliés tactiques qui coûtent que 1, parce que dans la sphère tactique, on va faire énormément de combats. Donc c'est cool d'avoir des alliés qui ont des utilités, qui vont avoir des effets particuliers, et à n'importe quel moment, si on est complètement bloqué, comme on va être embringué dans des tonnes de combats, c'est sympa d'avoir des alliés qui coûtent pas cher, pour pouvoir les sacrifier sur une attaque
à laquelle on ne pourrait pas survivre. Donc en plus de ça, bah, il va avoir des effets, donc on va quand même lire ses effets. C'est un Dunedain rôdeur. Il a 0 en volonté, 2 en attaque, 1 en défense, il a 0 en volonté, 2 en attaque, 0 en défense et 1 point de vie. Donc il est clairement fait pour l'attaque, hein. En plus il a qu'un point de vie, donc vous pouvez même pas faire quoi que ce soit avec, il a un point de vie. Il a le trait à distance. Bon, le trait à distance, je vais pas revenir dessus, moi je trouve ça un peu léger, mais enfin bon, c'est pas grave. Et après on peut jouer le maître archer du Nord de votre main, sauf si vous êtes engagé au combat avec un ennemi. Donc c'est la mécanique du Dedin. On ne peut le mettre en jeu que si on est engagé. Moi je trouve ça très intéressant, pour la raison que j'ai invoquée juste avant. Après c'est parce que en Dunedain, vous l'avez vu dans les dernières vidéos, j'ai beaucoup de mal à générer de l'attaque, parce que mes archers de Fornost se cachent systématiquement au fond du deck. Donc c'est bien pratique d'avoir un allié, d'avoir plus d'alliés qui ont beaucoup d'attaques. Moi, il m'arrive dans beaucoup de decks de mettre les chevaliers au cygne justement pour rajouter de l'attaque à des decks tout en rajoutant des alliés sacrifiables. Bah, cet allié va servir plus ou moins de la même chose. Si ce n'est que c'est un peu rétroactif parce qu'il faut d'abord attendre d'être engagé avec un ennemi pour pouvoir utiliser le maître archer du Nord. Voilà, la deuxième grosse doléance que j'ai envers cette carte, c'est qu'il a qu'un seul point de vie. Quand on joue du Dunedain, on sait qu'on va devoir garder des ennemis engagés avec soi longtemps. Dès qu'ils ont archerie, c'est pénible, on va subir beaucoup de dégâts. Du coup, c'est normalement assez satisfaisant que tous les Dunedains aient plusieurs points de vie. Là, le fait qu'il en a qu'un, c'est un peu dommageable. Je trouve que pour une ressource, au vu des contraintes qu'il a, d'attaque, c'est pas suffisant pour moi. Je pense qu'on paye aussi le à distance, mais comme moi je joue jamais, je joue jamais avec d'autres gens. Le à distance et le sentinelle, franchement, à part dans de très rares cas, je vous avoue que j'en ai rien à cirer, quoi. Oui, il y a avec Rumil éventuellement le à distance, ça peut être sympa. Ouais, non, mais je vais pas partir sur un deck Dunedain Sylvain, hein, faut pas abuser, quoi. Après, la carte suivante, c'est un événement tactique qui s'appelle Attaque impétueuse, donc c'est un événement à 0, donc bon, ben c'est intéressant, un événement à 0, ça nous intéresse. Maudit 2. Action, chaque joueur inflige 2 points de dégâts avec un ennemi engagé au combat avec lui. Alors cette carte, je suis resté dubitatif longtemps, du coup j'ai été obligé de l'essayer, je me suis rendu compte que j'avais raison d'être dubitatif. Cette carte pour moi elle sert pratiquement à rien. Vous avez exactement la même carte qui s'appelle le Fendoir à Gobelins, je crois. C'est la carte tactique en plus magnifique avec une illustration de Magali Villeneuve, donc obligé de la jouer dans tous les decks tactiques. Mais c'est déjà tellement une carte difficile à jouer qu'on la joue pas. Elle faisait exactement pareil, elle coûtait 0, elle inflige 2 points de dégâts. La seule contrainte pour la payer, c'est qu'il faut engager une arme, parce que à ce moment-là, dans le cycle, le délire, c'était d'engager des armes. Finalement, des cartes qui engagent des armes, on n'en a pas beaucoup. Du coup, c'est pas une très grosse contrainte de devoir engager une arme pour faire le Fendoir à Gobelins. Et malgré ça, le Fendoir à Gobelins, il y a beaucoup de situations où on le met plus dans les decks parce qu'on n'a pas la place, on préfère mettre autre chose. Les dégâts directs pour le Fendoir à Gobelins comme pour cette carte, je dirais le même reproche, c'est cool quand c'est direct quoi. C'est-à-dire que vous pouvez les mettre dans la zone de cheminement ou les mettre sur les ennemis d'un autre joueur. Mais là, il faut qu'ils soient engagés contre vous, quoi. Ça fait quand même beaucoup de contraintes pour une seule carte, quoi. Bon, là en plus elle a maudit 2, donc déjà le Fendoir à Gobelins c'était gratuit et on le jouait pas, et là en plus de pas être gratuit c'est maudit 2, on va pas le jouer, quoi. On va pas le jouer. Donc seule utilisation périphérique pour moi, c'est Saruman, puisque l'avantage c'est que Saruman, il peut le jouer gratuitement, et que au passage, il va pouvoir, enfin, le jouer gratuitement, j'abuse, mais il peut le jouer parce qu'il a la sphère tactique pour jouer n'importe quel événement de n'importe quelle sphère. Mais surtout au passage, bon ben vous allez jouer cet événement pour redresser Saruman. Donc là, je suis d'accord, il y a un intérêt, surtout qu'avec le bâton de Saruman, vous pouvez éventuellement la jouer pour 0. Et les maudits pour 0, à ce moment-là, ça vaut le coup, parce que vous allez quand même redresser Saruman. Si vous êtes à plusieurs joueurs autour d'une table, imaginons que vous êtes 3 ou 4, avec le bâton de Saruman, elle coûte 0 de maudit, et du coup, tous les joueurs vont pouvoir infliger 2 points de dégâts à des ennemis engagés contre eux. Là, du coup, ça devient une carte forte, je suis d'accord. C'est peut-être même plus fort que le Fendoir à Gobelins. Mais il faut jouer Saruman avec le bâton de Saruman, donc si c'est pas votre délire,
Et que en plus il faut admettre que bon, le bâton de Saruman c'est bien, mais on peut le jouer qu'une seule fois par tour, donc faut pas s'emballer non plus, quoi. Hein. Donc voilà, moi je la jouerai avec Saruman certainement, hein, au moins en un exemplaire, mais pas beaucoup plus. Hein. Voilà, bon après on a Odon Fier-Pied. Donc c'est un allié énergie qui coûte 2, 1 en volonté, 1 en attaque, 1 en défense et 2 points de vie. Ce Odon Fier-Pied, il est unique, c'est un allié Hobbit. Et son effet, c'est une réponse. Quand Odin Fier-Pied entre en jeu, on cherche un allié Hobbit parmi les 5 premières cartes de votre deck, et on l'ajoute à sa main. Et ensuite, on mélange les cartes restantes dans son deck. Ouais, alors moi déjà je suis pas trop allié Hobbit, hein, je vous avoue. Bon là dans ce cycle-là quand même ils ont sorti des très gros alliés Hobbit, hein, je pense à Pipin. Sa version tactique est monstrueuse là, il a 2 en volonté et 2 en attaque pratiquement tout le temps. Pour 2 ressources, c'est vraiment méga fort. Après ce qui est sympa dans les Hobbits aussi, c'est qu'ils ont tous 2 points de vie, donc ça c'est plutôt fort aussi. Après il faut jouer pratiquement au tour, hein, c'est-à-dire il faut faire un deck avec plein d'alliés Hobbit. Et quand on regarde sur des sites de deck building la liste de tous les alliés Hobbit, il n'y a pas vraiment d'alliés Hobbit qu'on se dit putain j'aurais vraiment trop envie d'aller le chercher, il me manque trop et tout quoi. Ces cartes qui permettent de piocher dans les 5 premières cartes du deck, pour moi c'est un demi-tuteur, c'est pas super fort. Parce que piocher 5 cartes, ça arrive tellement de fois où t'as aucune des cartes qui remplit cette condition. Pensez à l'appel des aigles là. Bon, moi je le joue dans mon deck aigle, il y a 500 Z dans mon deck, mais ça n'empêche que quand tu joues appel des aigles, bah, tu vas récupérer une carte, voire 0 quoi. Donc il y a des fois effectivement où tu vas récupérer 3 cartes et t'es super content, mais là c'est même pas le cas, c'est-à-dire que tu peux choisir que une seule carte, et c'est forcément un allié Hobbit. Ça me paraît vraiment très restreint, alors j'ai quand même cherché pour... je me suis dit bon, avec quoi je vais pouvoir jouer cette carte. Alors c'est très intéressant d'aller chercher Rosie Chomine, si jamais votre délire c'est de jouer autour de Rosie Chomine, de la passer Tan avec Tan de l'épée, vous la passez héros, et comme ça vous pouvez le mettre ami par excellence, comme ça vous augmentez sa stat line, vous pouvez lui mettre les nœuds serrés pour buffer 25 fois un personnage. C'est une combo, je suis d'accord. Et quitte à jouer ce mec là pour activer une autre combo, je suis plus dubitatif, surtout que il est unique. Pourquoi ils l'ont fait unique, quoi? Ils auraient viré le truc unique, cette carte elle était beaucoup plus jouable, mais quand vous allez en jouer 3 de ce truc là, une fois que vous avez le premier, il faut le sacrifier pour jouer le deuxième, quoi. Seul combo que j'ai trouvé de toutes les combos que j'ai cherché, c'est soulever la comté, quoi. Parce que soulever la comté, ça vous fait un effet attaque furtive. Oui, alors effectivement, on peut aussi le jouer avec l'attaque furtive, ouais. Mais sacrifier une attaque furtive pour jouer Odon Fier-Pied, quand tu penses que tu peux jouer un descendant de Torondor, un Gandalf ou quoi, avec une attaque furtive, Odon Fier-Pied, c'est pas du calibre d'un Gandalf, hein, quand même. Hein. Surtout que le Gandalf, il y a un de ses effets, je crois, c'est piocher 3 cartes. Donc entre piocher 3 cartes et chercher dans les 5 premières cartes un Hobbit, je préfère quand même piocher 3 cartes. Bon, j'attends avec le temps de me faire contrer sur cette carte. Moi je suis pas du tout emballé. Peut-être qu'il y aura plus de Hobbits. Ah non, maintenant on a vu toutes les cartes du jeu, donc non. Il n'y aura pas plus d'alliés Hobbits, enfin si, il y en a un de plus à la fin, mais... non, je vois pas. Après, la carte suivante est beaucoup plus intéressante pour moi, ça m'inspire. Ça m'inspire énormément. Mettre au défi, on voit Gandalf sur le pont... Je me rappelle plus du nom du pont. Bon, on voit Gandalf sur un pont en train de mettre au défi le Balrog. Donc ça nous fait plonger dans les meilleures heures du Seigneur des Anneaux. Elle coûte 0 cette carte, elle est en énergie, c'est un événement maudit 2 et action. Chaque joueur peut redresser un personnage qu'il contrôle. Moi, pour plusieurs raisons, cette carte, je la trouve super bonne, parce que j'adore déjà redresser les personnages. Elle est en énergie, et il n'y a pas énormément de cartes en énergie qui nous permettent de redresser des personnages. Bon, j'abuse quand même, parce qu'il y a le courage inattendu. Le courage inattendu, quand même, c'est une grosse carte qui permet de redresser les personnages. Hein. Ouais. Bon, là, l'avantage, c'est que cette carte, elle coûte 0. Donc, il y a des situations dans lesquelles on n'a pas prévu, par exemple, qu'un Xème ennemi vous engage. Je sais pas, par exemple, pensez à des élites des Aradrim, par exemple. Vous n'êtes pas prêt
à ce que quelqu'un vous attaque, dès que vous avez une fenêtre d'action, vous pouvez redresser un personnage, et donc vous pouvez, et au lieu de prendre une attaque sans défense, vous pouvez quand même défendre avec lui. Au-delà de ça, vous pouvez redresser n'importe quel allié, parce que c'est bien marqué personnage, hein, donc ça veut dire héros ou allié. Donc si vous mettez un gros buff sur n'importe quel héros ou n'importe quel allié, eh ben vous allez pouvoir vous en servir une fois de plus. Les buffs qui servent pendant tout un tour, genre les chambres du Rhin sur les nains, les coups imperceptibles sur les hobbits là, quand ils sont très très bas en menace. Vous avez aussi en tactique, vous avez Khazad qui rajoute plus 3 un personnage nain, ou un héros nain je crois, ça c'est un héros nain, jusqu'à la fin de la phase. Donc ça, avec ce truc là, vous pouvez vous en servir 2 fois de Khazad. Et bon, après moi, il y a les cartes que j'aime énormément jouer, je pense à Beau et Périlleux. Beau et Périlleux, vous le jouez sur Gilder Inglorion, il passe à 5 en attaque, c'est super cool de pouvoir attaquer 2 fois. Et après, bien évidemment, il y a l'histoire de Timuviel, on va pas y revenir sans cesse. J'adore cette carte. Encore une fois, une bonne occasion de s'en servir. C'est dans la bonne sphère en plus, hein, aussi bien de Beau et Périlleux que Histoire de Timuviel. C'est une carte énergie, donc ça combotte avec. Donc ça me plaît. Cette carte me plaît pas mal, notamment par le fait que comme elle est maudit 2, ça augmente encore le nombre de cartes maudies qu'on a dans le jeu. Donc si vous jouez avec Saruman, vous allez pouvoir jouer cette carte pour 0, ça va vous permettre de redresser Saruman, plus redresser un autre personnage, et toujours pareil, si vous jouez avec le bâton de Saruman, vous pourrez soit la jouer gratuitement, et du coup tout le monde autour de la table sera très content d'avoir un personnage gratuit redressé de plus, et si jamais vous n'avez pas de carte à jouer, vous pouvez toujours aller la chercher dans les 5 premières cartes grâce au deuxième effet du bâton de Saruman. Donc moi c'est une très bonne carte, j'aime beaucoup. J'ai pas encore eu l'occasion de la tester. Je vais peut-être faire un deck avec le conseil des sages et du coup je la mettrai dedans. Alors après, cette carte, j'ai passé un temps très important à chercher quoi en faire. Ça s'appelle Dissimuler sous un casque. C'est un événement qui coûte 4, il est limité à 1 par deck. Comme action, vous allez pouvoir choisir un des héros que vous contrôlez, vous défaussez tous les marqueurs qu'il a sur lui, c'est-à-dire tous les points de vie, toutes les ressources. Je ne sais pas s'il y a d'autres marqueurs dans ce jeu, mais je crois pas qu'il y ait d'autres marqueurs. Et après, on va choisir un héros de notre collection dont le coût en menace est inférieur. Bien évidemment, il ne faut pas que ce soit pipe ni communauté. Et on va intervertir les 2 héros. Donc vous prenez un des héros que vous avez en jeu, vous le virez, et vous rajoutez un autre héros de votre collection à la place. Alors pourquoi ils ont pris soin de virer les non-communautés et non-pipes? Parce qu'il faut quand même admettre que les versions d'Aragorn sont méga fortes. Et du coup, c'est clair que si vous pouvez remplacer un Aragorn, moi je pense surtout à celui connaissance, hein, une fois qu'il a servi une fois par un des Aragorn de la saga, ça peut devenir vraiment super violent. Mais moi je pense qu'ils auraient dû laisser cette utilisation parce que cette carte, il y a vraiment très peu de cas dans lesquels ça va être fort. Donc peut-être que avec les cartes qui vont arriver bientôt, le fait de pouvoir jouer beaucoup d'alliés, unique en tant que héros dès le début de la partie, on pourra remplacer ces alliés par des héros. Ça c'est possible qu'il y ait des situations qui m'échappent. J'ai carrément fait une préparation parce que là je voulais pas rater, voilà, j'ai préparé tous les héros actuellement pour lesquels ce serait vraiment intéressant de jouer. Il y a Denethor, hein, puisque Denethor, son principal effet c'est un effet de début de jeu. Une fois que vous avez pompé ses ressources, vous êtes quand même assez content de pouvoir le virer pour mettre autre chose à la place. Mais Denethor même pas, parce que son deuxième effet vous permet de déplacer les ressources sur le personnage à qui vous avez mis l'intendant du Gondor. Du coup, même Denethor, je me suis dit... Foulque Beaufin c'est pareil, il a un effet, Foulque Beaufin et Mirlonde, ils ont des effets de mise en place, donc une fois que vous avez passé la mise en place, comme Turindir par exemple, une fois que vous avez passé tous ces effets de mise en place, c'est sympa de pouvoir les virer et de faire autre chose. Mais souvent ces personnages ils font autre chose dans la game. Mirlonde, elle a des super stats quoi, c'est un super héros. Alors on la joue pas beaucoup parce que c'est très rare de jouer full connaissance et ainsi de suite, mais quand même elle a 2 en volonté, 2 en attaque, 4 points de vie en défense, moi je trouve que c'est vraiment un bon héros.
c'est pareil, Foulque Beaufin, bon bah c'est super sympa de pouvoir le défausser pour baisser sa menace, quand soit on va perdre, soit on va se faire attaquer par un ennemi. Et après, il y a en tactique essentiellement, il y avait 3 utilisations possibles. Je pense à Eowyn Tactique. Eowyn Tactique, à la mise en place, elle fait -3 à la menace. Et surtout, elle a un effet une seule fois dans la partie, quand elle gagne son +9 en attaque et que vous la redressez. Une fois que vous avez fait ça, c'est super sympa de pouvoir la remplacer par autre chose. Genre par exemple, même sa version énergie est mieux à Eowyn Tactique. Une fois que vous avez utilisé ses effets, vous passez en énergie. Elle a aussi des effets qui sont super forts en énergie, c'est un méga bon héros, donc ça peut être sympa. Ou même Bérégon Tactique, d'ailleurs pareil que pour... c'est exactement pareil que pour Eowyn. Vous commencez avec le Bérégon Tactique, vous équipez plein d'équipements, et après vous passez en Bérégon Énergie. C'est super sympa parce que vous n'avez pas payé les équipements que vous lui mettez, et derrière vous pouvez vous servir de sa capacité pour baisser votre menace et tout. Et après, le truc ultime auquel j'avais pensé, c'était Beorn, puisque souvent, il est très fort en début de partie, il a beaucoup d'attaques, il peut tanker très fort au début. Quand il a plus de points de vie, c'est super sympa de pouvoir le dégager et de faire face à quelqu'un d'autre. Mais Beorn, il me semble, fallait que je vérifie, parce que ça, j'ai pas pensé à vérifier, mais il me semble que Beorn, il est complètement immunisé aux effets des cartes joueurs. Parce que nous, on pense toujours à ce qu'il n'ait pas droit d'avoir de... immunisé aux effets des cartes joueurs. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc sur Beorn, ça ne marche pas. Donc cette carte ne marche pas sur Beorn. Donc voilà le concept. Le concept de cette carte, ça va être de faire ce genre de truc. Il y a peut-être des tricks auxquels on pense pas. Par exemple avec Galdor des Havres, une fois qu'on a utilisé sa capacité à refaire sa main, il est quand même un peu moyen. Mais le problème, c'est que le coût principal d'un héros, c'est le début de partie, quand vous allez payer la menace. Vous allez fixer votre compteur de menace au début. C'est le moment le plus difficile. Une fois qu'on a passé ce moment et qu'on se dit, bon bah ça y est, maintenant j'ai payé 10 en menace, on a notre héros sur la table, on veut le garder. En général, on fabrique tout le deck autour, juste pour ces héros. C'est pas au milieu de la partie qu'on va se dire, bah j'ai envie de changer. Si t'as envie de changer de héros, bah à ce moment-là, mets le bon héros dès le début de la partie. Tu vois, si par exemple, tu commences avec un Aragorn connaissance qui coûte 12 en menace, tu vas payer 12 en menace, et qu'au milieu de la partie tu dis, oh ce serait sympa de mettre Gollum, ouais, j'ai envie de te dire, bon, c'est vrai que du coup tu vas esquiver la mise en place, tu vas pas mettre les 2 cartes le puant dans le deck, je suis d'accord avec toi. Mais derrière t'auras viré, c'est ça, c'est à la mise en place, ouais. Donc tu vires effectivement les 2 cartes le puant, t'as un super héros polyvalent, 2 en attaque, 2 en défense et tout, oui je suis d'accord avec toi, je suis d'accord, c'est fort. Mais t'as viré Aragorn pour faire ça, quoi. Ou t'as viré un autre héros. Et en plus, cette carte, elle vaut 4, quoi. Pour moi, cette carte, il aurait valu qu'elle vaille 1 ou moins. C'est pas possible de payer 4. Je l'ai déjà dit 25 fois dans mes dernières vidéos, les événements qui coûtent 4, on les joue pas. On ne les joue pas. Sauf si tu fabriques un deck complètement autour. Je vous envoie à mon Craft and Play sur Lost des Galadrim, le deck entier est construit autour de Lost des Galadrim. Donc là, je suis d'accord, tu payes 4 parce que cette carte-là, elle tourne à mort avec le deck. Mais là, vous pouvez en mettre qu'une seule par deck, Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais qu'est-ce que c'est que cette carte, quoi? Donc je vous invite encore une fois à... Je ne comprends pas cette carte, je vois pas qu'est-ce qu'on peut en faire. Franchement, en plus c'est dommage parce que l'illustration est jolie. On voit Eowyn dessus, qui est quand même un personnage très charismatique, surtout dans le jeu de cartes, plus que dans le bouquin. Mais pourquoi cette carte? Elle m'échappe complètement. Ils auraient dû faire toute cette carte différemment. Soit virer la limite de 1 par deck, soit virer le communauté et le pipe, parce que ça nous aurait permis de récupérer des Frodons saqués de la saga qui ne servent que dans la saga. Donc si vous aimez pas jouer la saga, vous pouvez pas jouer toutes ces cartes communauté. Les 3 cartes, les 4, je sais plus combien il y en a 3 ou 4, des versions alliées. Non, n'importe quoi, pas alliées, héros. Voilà, toutes ces versions-là, là. Putain, vous pouvez jouer les Aragorn, vous pouvez jouer les Frodons, vous pouvez jouer les Bilbons de la saga... mince, la deuxième saga, comment elle s'appelle? Bilbo le Hobbit. Voilà, là je suis d'accord, on est bon là. Là on est sur dépenser 2 ressources pour redresser Aragorn. Bon, c'est clair que c'est nul. Parce que même le Aragorn commandement il fait des trucs de mieux. Je comprends pas cette carte.
Il aurait fallu que, je sais pas moi, on soit pas obligé de mettre un héros qui est le plus faible en menace. Il y avait beaucoup beaucoup de choses à faire autour de ce concept. Mais là, la façon dont elle est écrite, ils ont rajouté une contrainte, sur une contrainte, sur une contrainte, sur une contrainte, à la fin, la carte, elle est injouable, quoi. Et en plus, c'est un événement, quoi. Donc les événements, on les joue qu'une fois, après ils dégagent, c'est naze. Cette carte, c'est vraiment un échec complet pour moi, je comprends pas son intérêt. Bon, écoutez, si jamais vous avez des vidéos de gens qui jouent cette carte, et que ça retourne la game, mais pas juste sur un effet de jeu pour parce que je connais, il y a des mecs, surtout des Américains là, qui font des vidéos où tout est clairement fabriqué pour que ça fasse des effets de jeu complètement improbables. Du coup, tu mates les trucs, tu dis waouh, cette carte elle est fantastique. Tu refais le même deck et en fait, tu te rends compte que l'effet il arrive une fois toutes les 80 parties quoi, et que tu joues jamais 80 parties avec un même deck. Donc un deck building correct autour de cette carte où l'utilisation est raisonnée et raisonnable. Je suis preneur parce que j'ai passé beaucoup de temps sur cette carte. J'ai même essayé un deck avec cette carte. Et quand on l'a dans la main, à aucun moment on se dit je vais la jouer. Aucun moment. Alors on est content d'avoir Eowyn dans la main, c'est une belle personne, c'est joli, ça fait plaisir. Mais à ce moment-là, si tu veux des belles cartes, tu mets du mal à Villeneuve, tu joues Noldor et puis c'est plié quoi. Voilà. Dernière carte qui vaut quand même le détour, c'est le contrat. Le contrat, c'est le Conseil des Sages. C'est un des rares contrats qui n'a pas de phase B. C'est très intéressant du coup. Ça veut dire que tout l'effet va être directement marqué. Donc vous ne pouvez inclure plus d'un exemplaire de chaque carte par titre dans votre deck. Donc, puisque les decks sont limités à 50 cartes, ça veut dire que vous aurez 50 cartes différentes dans votre deck. Plutôt sympa. Et après, en réponse, après avoir joué un événement depuis votre main, choisissez entre réduire de 1 votre niveau de menace, piocher une carte, ou ajouter une ressource à la réserve de l'un de vos héros. Chaque option, on ne peut la jouer qu'une seule fois par tour. Alors au début, j'ai été hésitant sur cette carte parce que moi je suis un joueur de combo, et du coup j'adore jouer toutes les cartes en 3 exemplaires pour être sûr que la combo elle passe. Mais après, en cherchant bien, il y a beaucoup de cartes dans le jeu qu'on ne joue pas, parce que justement c'est des événements, qu'ils sont à usage unique et que du coup ils vont dégager. Mais là, il faut quand même reconnaître que quand on va jouer un événement, il y a un des effets déjà, c'est piocher une carte. Donc si vous jouez tous les événements à 0 par exemple, vous les jouez gratuitement, ils dégagent et vous piochez une carte. Donc quelque part c'est comme si vous les aviez pas joués, et au passage ça va réduire la taille du deck toujours. Du coup, moi je me suis dit finalement c'est pas si mauvais que ça, parce que on va pouvoir réduire la menace par petits coups de 1 tous les tours. Le dernier personnage qui faisait ça, elle est en plein milieu de la carte, c'est Galadriel. Moi Galadriel, je la joue dans énormément de mes decks. Pouvoir baisser de 1 par tour sa menace, comme vous augmentez votre menace de 1 par tour, ça veut dire que tous les tours vous augmentez pas votre menace. Si vous jouez Galadriel dans ce deck là, tous les tours vous pourrez baisser de 2 votre menace. C'est pas mal du tout quoi. Si vous jouez énormément d'événements à 0, moi je pense aux runes de Daeron, aux amitiés improbables, à des cartes comme nous ne nous laisserons pas faire là, comment ça s'appelle, nous ne sommes pas paresseux. Bah, toutes ces cartes elles valent 0 et on les joue déjà pour réduire la taille de nos decks. Et ben en plus au passage elles vont avoir un deuxième effet ces cartes. Il y a un effet aussi gestion de management ressources, c'est comment on dit en français, de gestion de ressources. On va pouvoir par exemple payer un événement. Moi je joue tout le temps en trisphère, et donc il y a plein de cartes qui coûtent 2 que je ne joue pas, parce que quand on joue en trisphère, une carte à 2 c'est difficile à jouer. Et bien grâce à cette carte, vous pouvez mettre une ressource sur le héros de votre choix. Donc vous pouvez tous les tours en fait redéplacer, c'est même pas déplacer puisque vous créez une nouvelle ressource. Ça c'est méga fort. Donc le fait de piocher une carte c'est fort, le fait de baisser sa menace c'est fort. Et en plus, le fait de générer une ressource, c'est fort. Je pense que cette carte a beaucoup d'intérêt pour moi, notamment par exemple, vous mettez tous les événements maudits en un seul exemplaire. Pour 0, vous allez payer un maudit qui coûte 2, mais rien ne vous empêche de faire de 1 la réduction de menace, et du coup cette carte, quand vous la payez que 1, une de menace, pardon, bah c'est super sympa. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que ça combote super bien avec cette carte-là. C'est le Conseil Blanc. Voilà, le Conseil Blanc, elle va avoir un coût égal au nombre de joueurs.
Donc si jamais vous jouez tout seul, par exemple, cette carte elle coûte 1. Et son effet, c'est déjà exactement l'effet du Conseil des Sages. Et bah quelque part, le Conseil des Sages, c'est un petit peu le Conseil blanc. Hein. Cette carte, c'est un événement qui fait exactement pareil que le contrat. Je trouve ça super sympa. Voilà, et en plus du coup vous pouvez doubler l'effet de cette carte, puisque en payant 1, vous pouvez soit ajouter une ressource, vous pouvez redresser un héros, vous pouvez récupérer une carte dans votre défausse, vous pouvez faire quoi d'autre? On peut pas piocher de carte, je crois. Si, on peut piocher une carte, donc si vous jouez le Conseil blanc, pour une ressource, vous pouvez piocher une carte, puis piocher une carte aussi avec celle-là. Donc moi, rien que pour le délire, ça me fait... Enfin, c'est marrant de voir la même carte 2 fois, qui fait des effets qui sont synergiques. Moi, ça me plaît beaucoup, ça. Donc, je vous avoue que j'attendais cette carte-là pour jouer Saruman. Tout simplement parce que Saruman, son gros défaut, c'est qu'on ne peut pas baisser sa menace par gros coups. Du coup, on va chercher à baisser sa menace par petits coups. Et baisser sa menace par petits coups, ça convient exactement à l'effet de Galadriel et de cette carte-là, le Conseil des Sages. Donc, moi, ça me donne très envie de crafter un deck avec au moins Galadriel et Saruman. Après, un troisième héros, je sais pas lequel en particulier, mais il y a peut-être une voie à faire. Donc, voilà, dans ce paquet, on a de très très bonnes choses qui sont circonstanciées, mais très intéressantes. Ici, cette carte, à mon avis, on peut la jouer dans plein de trucs différents. Celles-là, elles sont très intéressantes à jouer avec Saruman. Ça, c'est un héros qui est très très fort, puisque moi, je joue Sam Gamgee dans beaucoup de decks, juste parce qu'il a 3 en volonté pour un très faible coût en menace, et en commandement, c'est assez appréciable d'avoir un personnage qui a beaucoup de volonté. D'ailleurs, je crois qu'il y a très très peu de personnages commandement qui ont beaucoup de volonté, parce que c'est pas forcément la sphère où le délire c'est la volonté. Je crois qu'il y a que Sam et lui qui vont avoir... Ah non, il y a Thorin aussi qui a 3 en volonté. Excuse-moi Thorin, c'est vrai que je ne m'en sers absolument jamais. On a Celeborn aussi, si on commence à en avoir pas mal. Mais bon, c'est vrai que Celeborn, 11 en menace, le jouer en dehors d'un deck Sylvain, c'est plutôt rare. Mais du coup, ça nous donne un nouveau personnage. Moi, j'avoue que j'ai souvent joué Sam Gamgee pour avoir 3 en volonté et la sphère commandement. Et ben maintenant, je préférerais peut-être y mettre un petit Gildor Inglorion qui me permet de piocher des cartes au passage. Parce que Sam Gamgee, bon, il est fort et il coûte que 8 en menace, mais c'est vrai que si jamais vous restez pas à bas en menace, et ben son effet de redressement, vous n'allez pas vous en servir souvent. Voilà, juste un petit mot sur le scénario, j'ai pas encore pu le faire, mais j'ai vu toutes les cartes, parce que comme ça fait 3 mois qu'on est en confinement, je sais pas si vous avez vu les cartes du scénario, mais elles piquent à mort. Tous les monstres sont des gros monstres qui piquent fort. Ils ont tous 6, 8, 5 points de vie. Les seuls qui sont un peu plus pourris que les autres, c'est les rejetons de Shelob. Mais c'est pareil, d'ailleurs c'est marrant qu'ils aient marqué Shelob, parce que... Enfin bon, passons. Mais c'est les moins pourris de tous, ils ont renfort. Et en plus leur effet forcé fait que... c'est la mort aussi. On a la patrouille de Toresh qu'on va avoir directement en jeu, qui a 5 en attaque, 4 en défense, 9 points de vie. Tous les lieux, ils sont monstrueux. Les événements, c'est marrant parce qu'il y en a un, il fait exactement un effet du scénario que je viens de jouer, là, le siège de Karambros. Ça s'appelle Provision pillée. Il y a marqué une fois révélé, chaque joueur défausse la première carte de son deck jusqu'à la fin de la phase, ajoutez le coût total des cartes défaussées par cet effet. C'est exactement le même effet que je sais plus quelle carte dans le siège de Karambros. Voilà, donc les cartes sont vraiment magnifiques. Encore une fois, on tombe dans un truc super immersif. Ce qui est drôle, c'est que ça va à la fois nous obliger à explorer des quêtes annexes qui sont très 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 dures à faire. Elles sont vraiment dures. Il y en a, il faut... je me rappelle plus, c'est des ennemis. Il faut tuer tous les ennemis pour la faire. Il y en a, il faut explorer des lieux. Et il y en a un... je me rappelle plus. Bon, enfin, c'est pas très grave. Et surtout, ce qui est marrant, c'est que les 2 étapes de quête, d'une, on va limiter la taille de notre deck, et en permanence, on va meuler notre deck. Tous les tours. Et ils nous interdisent de remélanger des cartes de notre deck dans le deck. Ah si, tiens, d'ailleurs, il fallait que je dise ça, parce que la dernière vidéo, j'ai dit que je me rappelle plus qu'à l'allié tactique, il était nul. Comment il s'appelle, le petit loup, là, le nain? Nori. J'avais dit qu'il était nul et qu'il servait à rien. Excuse-moi, Nori, dans ce scénario, vous n'avez pas le droit de remélanger des cartes de votre pile de défausse dans le deck joueur, mais avec des cartes événements. Et grâce à Nori,
Puisque c'est un allié, on va pouvoir récupérer une carte tous les tours et les mettre en dessous de notre deck. Donc Nori devient vraiment le top du top. C'est vraiment le must-have dans tous les decks. Super, génial. Nori, tu nous as refait là. Allez, un petit peu de sarcasme pour finir cette vidéo. Alors j'en suis désolé, d'habitude j'essaie d'être beaucoup plus positif, beaucoup plus constructif sur les cartes. Et surtout de me demander comment on peut les jouer plutôt que de dire c'est nul quoi, parce que c'est vrai que c'est facile on voit une nouvelle carte, on se dit il existe déjà quelque chose de mieux. Donc en général quand je vois des cartes comme ça, je me dis comment est-ce qu'on peut les jouer. Mais là il y a vraiment des cartes en demi-teinte, hein. Moi je trouve c'est rare qu'il y ait des cartes comme ça que je me dis cette carte là j'ai passé tellement de temps à réfléchir dessus, je vois pas ce que je peux en faire quoi. Donc aidez-moi, hein, il faut m'aider là. Hein. Dissimulé sous un casque quoi. Et tu le payes 4 pour être dissimulé sous ton casque, franchement. Allez, laisse tomber, va. Je vous laisse là. Je sais pas si je vais faire le scénario de suite ou si je vais plutôt faire un craft and play ou je sais pas ce que je vais faire. C'est pareil, je vous avais dit que je ferai le prochain scénario de la saga, mais je vous avoue que je connais la fin et que j'attends le pack suivant pour avoir le contrat pour pouvoir faire le scénario d'après. Donc je sais pas, de toute façon j'espère qu'on se reverra. Au pire je vous parlerai de Thor. Thor, je peux pas faire d'analyse de cartes hein, puisque Marvel Champion n'est pas un jeu de deck building. Donc il n'y a pas vraiment d'analyse de cartes, je peux juste vous les présenter, si vous voulez je vous présente des cartes. Mais ça il y a plein de mecs qui le font déjà, donc en général quand on regarde des revues de cartes, c'est pour discuter un petit peu de leur viabilité ou de leur utilité. Moi j'ai rien de particulier à dire sur Marvel Champion, je trouve que c'est pas un jeu de deck building pour l'instant. On en reparlera dans 2 ou 3 ans. Bon allez, il faut arrêter de jeter du sel, là c'est vrai qu'il y a beaucoup de fiel dans cette vidéo. Donc j'arrête là, excusez-moi de ce débordement de violence, c'est pas mon habitude. Enfin si c'est mon habitude, mais d'habitude je me filme pas. Parce que je le fais à mon quotidien, c'est pas la peine de garder des preuves de tout ça. Allez, je vous laisse, c'est Exiliox pour cette revue du pack Sous les monts de cendres, 4e paquet du cycle 9, dernier cycle. Au passage, hein, si vous voulez être spoilé, vous avez le site Hall of Beorn, sur lequel il y a maintenant disponible toutes les cartes du jeu. Les 2 derniers packs ont été entièrement leakés, donc vous pouvez voir toutes les cartes du jeu. Allez, je vous laisse ici, ça m'a fait plaisir de faire cette revue. À bientôt.